Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Il n'y a pas de souci. Vas-y, t'inquiète. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Adrien Beau qui a réalisé Le Vourdalac, Bonjour. sorti en 2023, présenté dans la section Vampire du festival. Salut Adrien. Salut. Pour résumer brièvement, Le Vourdalac, c'est un conte gothique dans lequel on suit un marquis, le marquis Jacques-Antoine Saturnin d'Urfé. C'est un émissaire du roi au XVIIIe siècle qui débarque dans une demeure isolée où vit une petite famille endeuillée par la guerre contre les Turcs. Mhm. Et quand le marquis arrive, ça fait 6 jours que le vieux Gorcha, le patriarche de famille, est parti combattre. Et avant de partir, il avait lancé une sorte de mantra. Alors si je ne reviens pas, c'est que je suis mort, mais si je reviens, je serai un maudit Vourdalak. Mhm. Cette histoire est inspirée du Vourdalak, qui est un conte macabre écrit par Alexeï Tolstoï, le cousin de Léon, au XIXe siècle. Pour commencer, question toute simple, qu'on t'a déjà posée plein de fois sûrement, mais qu'est-ce qui t'a marqué dans cette nouvelle et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie de l'adapter au cinéma? Euh, en fait, c'est une conversation avec la productrice en fait, qui voulait faire un film de vampire et qui m'a proposé, enfin elle aimait bien mon travail, mes courts-métrages, et elle voulait faire un film de vampire, et je venais de lire cette histoire par hasard en fait, parce que j'ai toujours adoré les contes gothiques et la littérature fantastique du 19e, Edgar Poe, Théophile Gautier, enfin tout ça quoi. Mais depuis, depuis que je suis gamin, depuis l'adolescence. Et quand elle m'a proposé ça, je lui ai parlé de cette nouvelle, du coup, et puis tout de suite, on a commencé un travail d'adaptation avec Adrien Bouvier, qui est le co-auteur. Voilà. Et le Vourdalak, c'est un personnage un peu hybride entre le vampire et le mort-vivant, je trouve, Mhm. qui précède en plus les représentations un peu traditionnelles des vampires Oui, qu'on a, Nosferatu, Dracula. Dans ton film, le Vourdalak, il est incarné par une marionnette que tu oui. as fabriquée à la main. Pourquoi tu as choisi de le représenter en marionnette? Bah alors, en fait, oui, comme tu disais, le Vourdalak, c'est une sorte de vampire un peu différente, parce qu'on a tous l'image à cause du cinéma, à cause de Bela Lugosi, et puis de Christopher Lee, et tous les vampires ensuite. Mais on a quand même l'image de la figure aristocratique qui vit dans un château et qui est un peu supérieure à la plèbe, en fait, qui est en tout cas un peu fascinant par son glamour ou par qui joue beaucoup avec la séduction. Euh, mais ça, c'est arrivé plus tard, en fait, parce qu'à la base, les vampires, c'est juste des morts qui reviennent et qui sont cadavériques, quelquefois très gros parce qu'ils sont gorgés de sang. Ça dépend des nouvelles et des légendes. Et puis quelquefois juste des squelettes, comme dans le Vourdalak, quoi, comme dans ce qu'on a fait. En fait, il y avait plusieurs questions dans ta question, donc du coup, j'essaie de répondre une par une. Euh, oui, et en fait, c'est amusant parce qu'il y a même un truc social en fait là-dedans. C'est que le cinéma, il a séparé ces deux personnages en donnant aux vampires justement ce côté aristocratique et la cape, le cercueil, le très beau château et compagnie. Les cheveux Et le rattachés en arrière. Exactement, ouais. Et alors que les zombies, c'est plutôt, il n'a pas le droit à la parole, il est dégueulasse et c'est n'importe qui en fait. Et c'est les gens de la rue et qui sont vraiment crades même dans leur manière de pourrir quoi. Alors que les vampires restent. Mais c'est le même personnage en fait. Si on regarde, c'est-à-dire que c'est un corps, un revenant en corps, c'est-à-dire un revenant, pas un fantôme immatériel et intangible, qui vient pour se nourrir des vivants en fait. Donc c'est le même personnage à la base, mais c'est le romantisme et le cinéma qui les a vraiment séparés. Mais à la base, le Vourdalak, donc la nouvelle qui a été écrite 50 ans avant Dracula, avant Bram Stoker, donc, oui, il parle juste d'un corps qui revient, quoi. Et c'est pour ça, en fait, en vérité, j'ai perdu quelqu'un pendant qu'on travaillait sur le film, au tout début, pendant l'écriture, et du coup, de voir le corps de quelqu'un mort qu'on a aimé, qu'on a connu, on a un sentiment très fort de matérialité. On se dit que c'est plus la personne, c'est plus qu'un objet, en fait. Et du coup, comme j'avais beaucoup fait de marionnettes avant dans ma vie pour d'autres projets, pour du théâtre, du cinéma, de la mode et tout, j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de représenter un peu l'étrangeté et le côté gênant en fait qu'on peut avoir en face d'un corps quoi. C'est plus quelqu'un quoi. Maquiller un acteur, c'est toujours possible en fait, et c'est moins compliqué d'ailleurs en vrai. Mais c'est que de l'addition en fait. On rajoute des pommettes pour faire comme si les joues sont creuses, on rajoute des arcades sourcilières. Donc du coup après on se retrouve dans les plans où ils sont côte à côte avec une espèce de on peut pas creuser le cou d'un acteur, par exemple. Euh, une marionnette, on peut lui donner la forme qu'on veut, en fait. Et puis, elle est pas vivante, c'est un objet, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on sent à l'image aussi et qui me plaisait beaucoup. Mais il y a justement ce délire où on dirait que c'est à la fois il y a une matérialité, il y en a pas. Mhm. Et justement, je me demandais comment elle fonctionne, la marionnette. Bah, en fait, c'est très simple. C'est vraiment comme Kermit la grenouille, quoi. J'ai ma main à l'intérieur
de sa tête, donc je fais bouger ses yeux et sa bouche. Et puis avec mon bras restant, je fais bouger son bras gauche. Et puis il y a Loelia Hérissé, qui était un peu mon assistante sur le film et qui s'occupe de faire bouger son bras droit. Donc on répétait ça comme une chorégraphie en fait. Et voilà. Et tu disais que tu avais déjà fait des marionnettes Oui. dans ton parcours, mais c'est quoi ton parcours ou c'est quoi Bah, tous tes projets actuels liés à ton parcours non, c'était des marionnettes que j'ai fait pour différentes choses, pour des films, pour de la mode. J'ai travaillé dans la mode longtemps. Euh, et puis pour du théâtre. Enfin voilà, des marionnettes, des monstres. Et puis, enfin, essentiellement des monstres. Oui, oui. Justement, je me disais que c'était assez inattendu hein, de voir le. Enfin, moi, je m'attendais pas du tout à voir une marionnette. Hmm. Je trouve qu'on bug un petit peu aussi Ouais, ouais, ouais. au tout début, Mais puisqu'on ça, se il y a... demande vraiment ce que c'est Bah ouais, ouais, concrètement. ouais. Mais ça, enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, parce que le film a 1 an maintenant, enfin, ça fait 1 an qu'il est sorti, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais c'est dommage que vous n'ayez pas utilisé des effets spéciaux numériques mais ça aurait été vraiment pourri avec des effets spéciaux numériques. En fait, le film n'aurait pas du tout la même. C'est de cette étrangeté que naît l'intérêt pour moi du film, en fait, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est différent. Il y a ce mec Phil Tippett qui est un grand marionnettiste américain tu vois qui c'est, il a fait Mad God et tout ça. Bon, et qui dit en anglais, il dit les CGI, enfin les effets spéciaux numériques, it looks real but it feels fake. Mm. Et les marionnettes, it looks fake but it feels weird. Et c'est ça qui compte en fait, c'est d'avoir cette étrangeté, d'avoir quelque chose qui est inhabituel et qui est gênant, quoi. C'est même presque drôle en fait, et ça me plaisait aussi, quoi. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y a des moments drôles dans le film Mm. aussi parce qu'on se rend compte de l'artifice. En fait, on comprend après assez Oui, vite que c'est une marionnette, oui. mais je trouve que ça pose cette étrangeté, que c'est peut-être un rire un Mm. peu gêné Ouais, ouais, mais mais j'aime il y a quand bien. même un côté drôle. Et justement, pourquoi, face à aujourd'hui, on peut faire des images avec de l'IA, on Mm. peut utiliser des VFX Ça, qui feraient des mais vampires hyper léchés. Et est-ce que pour toi, c'est un acte presque politique, bah peut-être, alors, lutter de se contre poser l'IA, on n'a rien à faire en fait. Oui. C'est débile. On va pas lutter contre le monde en fait. Et évidemment, ça arrive. Et beaucoup d'entre nous vont perdre leur travail ou vont. Oui, parce que ça coûte beaucoup moins cher ça coûte rien de demander en quelques minutes à l'IA de faire un vaisseau spatial, alors que payer un artiste pour ça pendant plusieurs mois pour qu'il dessine dans son cahier, c'est. Oui, donc c'est marrant. Quand les robots arrivent, et les premières victimes sont les artistes, quoi. C'est quand même dément. Et donc, du coup, bah, ça sert à rien de lutter contre. En fait, il faut vivre avec son temps. Mais du coup, l'IA, elle fabriquera pas des marionnettes, en tout cas avant très longtemps. Et elle fabriquera pas ça, l'artiste qui a sculpté ça. Non, non, mais en fait, oui, oui. C'était pas pour résister, comme tu dis, c'est pas pour s'inscrire en faux, mais c'est-à-dire que c'est ce que j'aime faire, en fait. Et je vais pas laisser les ordinateurs me prendre ce que j'aime faire. Moi, je m'en fous du réalisme, en fait. Quand on va au cinéma, on sait qu'on va au cinéma. Il ne s'agit pas de mentir au spectateur. Il y a cette quête effrénée de réalisme dans les films de genre, en fait, mais qui fonctionne beaucoup moins bien que Les Dents de la Mer avec un requin en carton-pâte, en fait. Les choses aussi, il y a une cohérence qui est nécessitée, en fait. La pellicule Super 16, ça donne au film un aspect de. C'est un fantôme de film, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens qui ont participé à ce film sont déjà morts depuis 30 ans, en fait. Et du coup, ça donne, avec aussi cette marionnette, avec la musique qui est aussi faite sur des instruments, comment on dit, réels, quoi. C'est pas du tout de la musique à l'ordinateur. C'est aussi très français de vouloir avoir des films ultra réalistes, j'ai l'impression. Oui, oui, Et quand tu disais que voilà, un distributeur qui suit pas forcément un film ou qui a pas ça peut un film qui arriver, a pas oui. forcément un budget important, un film qui a déçu parce que c'était pas ce qu'on attendait d'un film de Hmm, vampire. oui. Qu'est-ce que tu penses des films de vampires toi aujourd'hui? Bah, c'est-à-dire que j'en connais pas beaucoup des films de vampires. Les films de vampires, c'est aussi vaste que. C'est c'est un genre à part entière, parce qu'entre, je sais pas si tu connais A Girl Walks Home Alone at Night, ou ça, et Twilight de l'autre Qui est côté. présenté au FIFAM Ouais, d'ailleurs. bah, qui est magnifique, j'adore ce film. Et Twilight, bon, bah, il y a un univers entre ces deux films, et pourtant c'est deux films de vampires, ou entre le Dracula de Coppola et, je sais pas, Entretien avec un vampire, enfin, il y a vraiment, à chaque fois, c'est quand même un terrain assez vaste pour qu'un réalisateur puisse s'exprimer, j'ai l'impression. Et, en l'occurrence, là, c'était pour nous vraiment un grand terrain de liberté, quoi. Donc, en fait, je voudrais juste reprendre ce que je disais avant, c'est-à-dire que c'est pas du tout un truc qui s'inscrit pas. C'est pas un film qui est fait pour comme un brûlot politique contre l'intelligence artificielle, pas du tout. Mais c'est que moi, c'est ce que j'aime faire. C'est comme ça que je travaille avec mes mains. Et j'étais marionnettiste et puis réalisateur et metteur en scène. Et du coup, oui, il y a énormément de films où il y a des marionnettes, et puis on ne sait pas que c'est des marionnettes parce qu'on ne les appelle pas comme ça d'habitude, quoi. La Mouche, par exemple, E.T. De Cronenberg. Ouais, voilà. Ouais. Euh, oui,
Jurassic Park, je sais pas, énormément de films où c'est pas des acteurs, où c'est pas non plus de l'image de synthèse. C'est le travail de sculpteurs, de peintres et d'animateurs qui font que c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que c'est là, c'est pour de vrai. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté DIY? Et si oui, est-ce que c'est à quel point il est important pour toi? Euh, ouais, enfin, sauf que je suis pas tout seul. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Mais oui, oui, on fait tout à la main. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie de faire de filmer des images sur fond vert et qu'ensuite ce soit des gens à l'ordinateur qui ont tout le fun et qui s'éclatent à faire clic, 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 clic de 9h à 17h aux heures de bureau. Moi, ce qui me plaît, c'est de participer vraiment. Enfin, je veux dire, on fait encore des tournages, tu vois, peut-être que ça n'existera plus tard, je sais pas. Mais c'est des expériences, c'est réel, c'est vrai en fait, ce qu'on vit. Euh, ensemble, perdus à Rodez, au milieu de la forêt. Il fait -10, bon, dans la forêt, ouais, c'était une expérience intense et Justement, pour inoubliable. revenir un peu sur le tournage, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur, la lumière. Alors, tu parlais de la pellicule Mhm, 16 mm, mhm, mais il y a vraiment cet aspect un peu fantomatique, un peu grésillant, mhm, mais je trouve qu'il y avait aussi des couleurs un peu très romantiques. mhm, Turner, par exemple, j'ai beaucoup mhm. pensé à William Turner en regardant le film. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est dans tes inspirations Oui. et si, encore une fois, pourquoi tourner au 16 mm pour la même raison que faire une marionnette plutôt que des VFX. Bah, c'est-à-dire que c'est pour la cohérence et pour l'effet au final, quoi. Et bien sûr qu'on peut mettre aujourd'hui des filtres sur n'importe quelle image digitale pour la rendre, mais c'est pas du tout la même démarche en fait. Là, on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, c'est la pellicule, quoi. C'est toujours une surprise au final. Comment ça se passe un tournage en pellicule alors? Bah, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins de prises de fait parce que la pellicule c'est très cher et du coup on est beaucoup plus concentré. Mais enfin, moi en vérité j'ai toujours fait des trucs en pellicule, donc j'ai du mal à comparer. Je peux comparer avec les tournages auxquels j'ai participé de loin, mais mes films ont toujours été en pellicule en fait parce que c'est quelque chose que je comprends en fait. C'est quelque chose qui est mécanique et chimique, mais je le comprends. Mais je comprends pas les 1 et les 0. Ça, c'est quelque chose que je. Enfin, si, c'est très pratique pour plein de choses, mais je veux pas avoir l'air d'un mec qui dit que c'était mieux avant, parce que je trouve pas du tout que c'était mieux avant, et pour rien, politiquement ou dans le monde. C'était jamais mieux avant. Mais non, mais c'est juste que c'est très concret, c'est que moi j'aime travailler comme ça, et puis le temps qu'ils mettent un parti sur cette planète, il sera passé comme ça. Voilà. Si on revient un petit peu sur la figure du Vourdalak, pour moi, en tout cas dans le film, ça a été vraiment un symbole du patriarcat. Ça a été Oui, bien sûr. un personnage qui domine Bien sûr. tous les autres personnages et en partie le personnage de Piotr, Mhm, voilà, qui est un personnage donc qui est son fils en fait et qui est moqué parce qu'il porte des vêtements féminins. mhm. C'est quelque chose que tu as ajouté, il me semble, par rapport à la nouvelle de Tolstoï. On a ajouté beaucoup de choses de cet ordre-là. C'est la nouvelle qui a été écrite au début du 19e et qui parle d'une histoire qui est censée se passer au 18e. Et on s'est senti vraiment la liberté de s'approprier complètement ce truc-là parce qu'en fait, ça a été écrit par un Russe en français. Le Mm. texte original est français, en fait. Et c'est censé se passer dans un pays où il n'a jamais été, c'est-à-dire en Serbie, qui à l'époque n'était même pas la Serbie d'aujourd'hui, qui avait des frontières différentes. Enfin, toute l'Europe était différente. Donc, c'est déjà une espèce de mélange européen, de fantasmes assez racistes contre l'Est, en fait, et contre les invasions, enfin, contre surtout l'Empire ottoman, en fait. Et en fait, oui, c'est un peu cette espèce de panique qu'il y avait contre l'islam, en fait, ça a donné le vampire, en fait, assez tôt, en fait. Les premières images de vampires les premières citations de vampires, donc du Moyen Âge, en fait, c'était vraiment un- le, comme l'antéchrist, en fait, qui revient d'entre les morts au lieu de donner son sang, en fait, comme le Christ fait avec vous savez, bon, tu sais. Et c'est l'inverse, en fait. Il boit le sang des gens. Bon, c'est tout un tas de trucs. C'est l'autre, quoi. Oui, c'est de l'islamophobie, en fait. Donc du coup, c'est déjà politique, en fait, l'idée même du vampire. Donc on s'est senti vraiment la liberté de pouvoir se l'approprier, de parler de thèmes qui sont quand même plus présents aujourd'hui qu'ils étaient au 19e siècle. Le fait de, je sais pas, oui, l'identité sexuelle ou alors l'identité juste de soi, comment se placer, le féminisme. Bon, dans la nouvelle, donc comme je disais, c'est une nouvelle très ancienne et le personnage principal, il est très agaçant, il est très riche, il est brave, il est intelligent, il est formidable. Bon, elle, Zdenka, elle est complètement débile, elle est amoureuse de lui dès le début. Il y a tout un paragraphe sur sa poitrine, je crois, ou sur son. Enfin, c'est assez mauvais comme texte en vrai. Hein, ça,
c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est pas Edgar Poe en fait, hein. Et même il y a des fans de ce texte-là et des fans qui adorent qui ont vu toutes les adaptations Du Vourdalak. ouais, du Vourdalak qui disent qu'on a dénaturé le texte parce qu'on y a introduit des thèmes qui les dérangent, comme l'homosexualité, comme voilà. C'est simple, hein. C'est aussi simple que ça en vérité. Et bien sûr que le patriarcat est homophobe et bien sûr que qu'il y a un twist final en vrai parce qu'il n'y a pas de raison d'être homophobe à moins d'avoir soi-même des grands combats personnels, secrets avec sa propre sexualité en fait, tu vois. Donc oui, on a modernisé, si on peut dire. Pris cette liberté. On a pris la liberté d'y mettre ce dont nous on voulait parler en fait. Voilà. Ouais. C'est Mais en toujours plus, une c'est appropriation. vraiment assez fort et on capte dès le début. Moi, je pensais avec le personnage de Yegor aussi, qui est un Oui, personnage très masculin, bah, traditionnel, oui, qui oui, essaye d'affirmer devant son propre père la place de lui-même de patriarche, en fait, et de ouais, récupérer ouais, des valeurs de masculines descendants. et guerrières. Ouais, ouais, c'est le déni total de beaucoup même de sociétés en fait, parce que la place du père, comme tu disais, le patriarcat, c'est aussi la place du dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se nourrit des siens en fait et qui assoit une emprise totale et qui va jusqu'à la dévoration dans notre cas. Ouais. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la couleur, je reviens un petit peu Ah oui, là-dessus, je fais pardon, j'ai des oublié allers-retours. de répondre. Et du coup, je disais, ça me faisait vachement penser à Turner parce qu'il y avait quelque chose de c'est un peu jaune. Ouais, ouais. C'est sûrement la pellicule qui fait ça. C'est quoi tes inspirations en termes d'image, Hmm. que ce soit de la peinture, du dessin, de la gravure, de la photo? Bah alors il y a beaucoup, énormément d'inspirations mélangées, donc mais il y a en fait un illustrateur du début du 20e ou de la fin du 19e qui est russe, qui s'appelle Ivan Bilibin, et qui a illustré des contes comme Vassilissa la très belle ou des trucs comme ça, et, et qui a aussi des couleurs très passées comme ça. C'est de l'aquarelle toujours, et c'est toujours très, très délavé, quoi. Et on a fait, oui, tout un travail d'étalonnage ensuite pour obtenir ces couleurs-là, pour créer une distance aussi. Même dans le jeu des acteurs, on voulait créer une distance. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas réaliste. Comme la marionnette, comme la musique, comme le tout. C'est comme un opéra, je sais pas, c'est ça qui me plaît en fait. J'ai pas besoin d'y croire quand je vais voir un film de vampire en fait, tu vois. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Tout à l'heure, on parlait des effets spéciaux, Hmm. de la distance, voilà, avec la matérialité, etc. Mais je trouve qu'il y a aussi une distance avec qu'on prend très vite avec les acteurs, Mhm. et parce que le jeu d'acteur, il est les dialogues sont un peu théâtrales, si Ouais, on bien peut sûr, dire. Il y a un côté vraiment théâtre où bien sûr. il y a une certaine diction. Les personnages ont aussi chacun une personnalité physique Hmm. et morale. Je trouve qu'on Qui se comprend voient dans très leur très vite costume. qui se voit dans leur costume, Hmm. et du coup, on les repère très vite Hmm. comme sur une scène. C'est des archétypes en fait, un peu. Voilà, c'est Ouais. ça. Et ça participe aussi parfois un peu au rire, Bah, c'est je un conte, trouve. ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est bah, vraiment oui, à bien sûr. l'aspect conte. Et dès le Hmm. départ, c'est un aspect conte. Enfin, moi, Hmm. j'ai adoré le début où je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a l'orage en fond, Hmm. le personnage qui arrive et on lui dit non, il n'y a pas de place à la taverne, il faut que tu ailles voir chez le vieux Gorcha. Enfin, Hmm. Hmm. c'est excellent. Enfin, moi, Hmm. j'ai trouvé que je trouvais que ces codes-là, tu jouais de ces codes-là. Mhm. Pour moi, tu joues là-dessus. Et je voulais savoir justement comment tu as écrit ensuite les dialogues, comment tu as écrit ce film Bah, ça, concrètement. c'était dès le début, c'était dès l'écriture, enfin, avec Adrien Bouvier, le co-auteur. Donc, on, on- on a adapté, parce que ce qui nous plaisait aussi dans la nouvelle, c'était cette langue aussi, cette langue qui est complètement désuète, enfin, plus personne ne parle comme ça. Et du coup, bah, tout découle du texte ensuite, et puis de la marionnette, et enfin, tout, je sais pas qui était la première pierre de l'édifice, mais en fait, quand je parlais de cohérence, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, en tout cas. Euh, on peut pas dire de la même manière, ah, je vais envoyer un texto à mon pote et je sais pas dire, va petit oiseau, va dire à ma falaise d'ouvrir ses bras hospitaliers, je me jetterai dans les vapeurs de sauge et d'encens. Tu vois, bon, c'est écrit. Alors théâtre, oui, on peut dire, enfin c'est pas du théâtre, non. Le théâtre c'est un art vivant, ça demande énormément de choses qu'on n'a pas. C'était un film, c'est un film. C'est un film, c'est pas Mais du c'est mais théâtre. c'est distancié effectivement. Et comment vous avez fait du coup pour, je pense peut-être aux répétitions Bah, ou on a répété avec les acteurs beaucoup plus qu'au cinéma. D'habitude, au cinéma, enfin, c'est c'est moins une question, ça. Et là, c'était tellement une question, en fait, on a fait énormément, enfin, le plus qu'on a pu des répétitions tous ensemble. Et on a essayé de voir comment les uns et les autres pouvaient marcher, comment les uns et les autres pouvaient parler, comment leur manière de bouger. En fait, on les a un peu tirés vers la marionnette plutôt que comme je disais, plutôt que de rendre la marionnette plus réelle, en la mettant par exemple de nuit ou des choses comme ça, en la dissimulant. On a tout montré de jour, comme le ça. marquis, Ouais. il a vraiment un côté marionnette Il est quand il incroyable, lui. pleure, quand il Ouais, ouais. monte aux arbres aussi, je me Oui, oui, souviens. oui. Enfin,
Il y a vraiment ce côté, C'est que Timothée marionnette. Klein, Ouais. c'est un acteur. Il est très jeune, mais il est incroyable. Ouais. Et justement, ce décalage avec la réalité, ça renforce complètement le côté fantastique. C'est ça que tu cherchais? Oui, enfin, oui, on est dans un conte, on n'est pas dans le réel, on est dans autre chose. Ça n'a jamais été l'idée du conte de singer le réel. Ça a toujours été au contraire d'amener ailleurs, avec des clés magiques, des animaux qui parlent, et avec aussi cette grand-mère du petit chaperon rouge qui lui dit tire la bobinette et la chevillette Chéra, qui est pas du tout la manière de parler d'une paysanne qui vit au fond des bois en fait. Hein, donc oui, il y a tout ce jeu avec la manière dont on parle, ce qu'on dit, et du coup ça nous simplifie aussi. Enfin, il y a les gens parlent beaucoup dans le film, mais ils parlent très peu en fait d'eux-mêmes ou de. C'est des dialogues qui sont un peu plus qu'on a essayé de tirer vers des choses un peu plus soit poétiques, soit sibyllines et peut-être mystère. Enfin, on a utilisé le texte comme de la matière en fait, plus que comme simplement un truc avec des causes et des effets. Oui, c'est comme un conte. Je sais pas. Je m'en mêle un peu là. Tu vas C'est me comme un corriger. conte. Voilà, voilà, très bien. T'as des prochains projets dans le Oui, cinéma ou ailleurs, oui, dans j'ai un d'autres autre domaines? film sur lequel je travaille en ce moment qui est avec encore plus de marionnettes cette fois. Enfin, pas beaucoup plus, mais quelques-unes, ouais. Et qui est en cours de développement, on va dire. Super. Bah écoute, Voilà. merci Bah, Adrien. merci Merci pour beaucoup. cet échange. Merci. Et bien écoutez, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, bien sûr, de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.